10% de rendement sur les free cash flow, c'est ce que vous pouvez obtenir si vous investissez maintenant sur Visa. Alors, est-ce que c'est une action intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist? On va voir ça tout de suite. En premier lieu, on va analyser la viabilité du business. En second lieu, on va aller regarder un petit peu la valorisation de cette entreprise. Et en troisième lieu et à la fin, je vais vous donner mon avis. Donc, Visa, on est sur les services commerciaux. Donc, on est bien sûr sur Visa, je pense que vous la connaissez, ça fait partie des entreprises les plus intéressantes à mettre en portefeuille dans le monde. Si on regarde la trajectoire depuis 2009, vous voyez que c'est magnifique. On a un PER qui aujourd'hui est assez faible par rapport à ce qu'on a pu rapporter avant. On est sur un PER qui est à 30 environ, donc on est sur une entreprise qui est viable en soi, étant donné qu'on peut se projeter pendant assez longtemps en se disant que de toute manière l'économie va de plus en plus s'orienter vers du digital et de moins en moins on va faire confiance aux monnaies fiduciaires telles que les billets et les pièces. Donc les métaux ont possiblement un réel prix alors que les billets n'en ont pas, et la digitalisation va vers et tend vers ce niveau-là. Donc on est sur une capitalisation à 474 milliards. Donc est-ce que vous voyez dans 10 ans potentiellement une entreprise qui aurait fait au moins x2 en termes de revenus? Vous le voyez que de 2016 à 2020, on est à peu près sur un plus de x2. On attend un petit peu environ des revenus qui pourraient osciller entre 10 et 20% en plus par an, donc une entreprise qui même un PER de 30 possiblement, ça pourrait être intéressant. Donc on a des coûts des marchandises qui augmentent assez peu, des dépenses d'exploitation qui augmentent assez peu, c'est-à-dire que notre revenu augmente de manière exponentielle et bien plus élevée. Vous le voyez, voilà, le revenu net a fait x5 alors que le chiffre d'affaires a seulement fait x2. Donc on a des marges qui ont augmenté, on va aller le regarder ici. Si on regarde rendement des capitaux propres qui augmente de plus en plus, rendement du capital investi qui augmente de plus en plus, on a des marges brutes de 70 qui passent à 76, et vous voyez que c'est les marges opérationnelles qui ont pas dû... Vous voyez que les marges nettes ont complètement augmenté. Alors pourquoi? Est-ce que par exemple ce qu'on pourrait trouver ici, c'est-à-dire base compensation sur ce genre d'entreprise, je vous invite à aller lire les rapports financiers pour en savoir un petit peu plus. On va aller regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a en bilan. On a des avoirs à 38 milliards, donc de toute manière, vous savez qu'elle n'est pas valorisée à propos de ses actifs, étant donné qu'elle a besoin d'assez peu d'actifs financiers pour pouvoir faire énormément d'argent. Vous le voyez ici, on a 5 milliards de cash liés aux activités d'exploitation, qui a été le plus gros semestre possible qu'on ait pu enregistrer. Juste ici, vous voyez avec le Q4, on a des très très faibles baisses. Là en Q1 2023, il y a eu on a une petite peur des marchés, et pourtant vous voyez qu'on était seulement sur une différentielle à moins 1,4%. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ce capital? Donc comment elle va l'allouer? Elle va verser un dividende qui a l'air stable et croissant sur l'année, des émissions d'actions régulières, et bien sûr on va émettre et rembourser de la dette. Ensuite, est-ce qu'on a un capex qui est plus ou moins important? On voit que non, il représente vraiment assez peu. On est sur à peu près 5% du résultat d'exploitation, et je ne sais pas combien à partir du, on va les regarder à partir du revenu total. Sur 8 milliards, on est un petit peu à 2 ou 3%, donc c'est assez capitalistique quand même. La moyenne elle est de 5 à 6% je crois, pour voir si c'est un petit peu pré-capitalistique. Là on est sur 2 à 3%, donc c'est assez intéressant. On va aller regarder un petit peu la dépréciation. On voit que effectivement on n'a pas forcément de capex de croissance sur ce genre d'entreprise. On va aller enlever ça, ça et ça, et on va aller regarder ici. On n'a pratiquement pas de capex sur ce genre d'entreprise, donc on est sur quelque chose d'assez intéressant. Maintenant, on va aller regarder un petit peu les valorisations de l'entreprise. On voit qu'en moyenne, elle est valorisée à peu près à 30 fois ses bénéfices. On voit qu'en 2022, elle a été à 25 fois, étant donné qu'il y avait quand même des petites incertitudes sur le marché. S'il y a possibilité que effectivement le marché monte de 10% par an, qui est en plus un rachat d'actions qui est massif, et que en même temps on verse un dividende, on pourrait être sur une entreprise assez intéressante à détenir sur le long terme. Donc maintenant, on va aller regarder un petit peu comment il table les bénéfices. Il tablerait sur une augmentation qui devrait pratiquement doubler en termes de bénéfices nets, sachant que on va aller un petit peu comparer les bénéfices nets et le free cash flow que possède l'entreprise, étant donné on n'a pratiquement rien à réinvestir. On voit qu'ici le free cash flow est toujours pratiquement plus important que le revenu net. Ici on a des bénéfices qui tableraient sur 12,84, donc potentiellement en revenu avec free cash flow disponible plutôt à 15, 16, peut-être voire 17, donc potentiellement 1 x 2. On se retrouve sur le report annuel 2022 de l'entreprise. Donc ce qui nous intéresse énormément, c'est le volume de paiement. On voit qu'ici il continue de monter, paiement volume il continue de monter, et transaction process on Visa Network. Donc quand vous allez faire un achat via votre carte bleue sur internet, vous allez avoir écrit Boursorama Bank, BNP Bank, etc. Et vous allez avoir le petit logo de Visa qui va s'afficher, et ensuite avec les cartes de crédit. On est sur 4 segments qui sont en augmentation de manière importante, entre 10 à 20% par an. Maintenant, allez regarder si cette croissance est potentiellement
maintenu. Est-ce que en soi c'est le cas? On voit que depuis 2017, là il nous donne l'indice à peu près des stocks, étant donné qu'on sait que l'indice des stocks suit à peu près la croissance de l'entreprise, sauf là on l'a vu en 2022, mais sur le long terme, on sait que sur 10 ans, si les bénéfices ont fait x10, le cours de bourse a fait x10, on l'a vu avec Apple, et on est sur à peu près le même genre d'entreprise. Maintenant, sur qu'est-ce qu'elle va aller toucher, on voit qu'il y a le core product, donc les crédits, enfin les cartes de crédit, etc., click to pay, tokenisation, tap to pay, donc on va avoir tout ce qui va servir aux consommateurs, et ensuite on va avoir tout ce qui est B2B, B2C, B2C2C, etc. Donc on a vraiment toutes les offres de marché possibles, étant donné qu'on va aller essayer toutes les parts de marché possibles. Donc maintenant, allez voir aussi qu'est-ce qu'il peut avoir comme concurrent. Est-ce que Mastercard effectivement est un concurrent? On va aller regarder un petit peu le rapport et les différencier sur les rapports de valorisation. Donc en rajoutant Mastercard, on voit qu'ici Mastercard aujourd'hui est un peu plus surévalué que Visa. On voit qu'elle elle a récupéré sa tendance normatif, et que Visa c'est pas le cas, donc potentiellement on voit par contre qu'à un moment Visa a surperformé Mastercard pendant quand même un assez long moment, une période de 3 ans, et Mastercard qui avait quand même pas mal de retard à rattraper, et qui l'a rattrapé, qui maintenant est au-dessus. Quelle est la meilleure? Je vous conseille de faire votre propre avis. Si vous intéresse, je ferai sûrement une vidéo sur Mastercard. En tout cas, aujourd'hui, Visa est une entreprise assez intéressante à mettre en portefeuille, et surtout à mettre en watchlist, à regarder si est-ce que potentiellement on pourrait avoir un PER qui pourrait ne pas prendre en compte la croissance, ce qui m'étonnerait fortement, étant donné qu'on est quand même sur une entreprise qui n'a pratiquement pas connu de crash, étant donné que elle, même après 2022, même après 2020, le total des paiements ont toujours augmenté, et ceux qui ont investi sur Visa il y a 10 ans sont toujours contents d'investir sur Visa aujourd'hui. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner, et moi je vous dis à bientôt.